Vous avez besoin de louer ou d'acheter un véhicule commercial. Pensez Beauce Auto Ford à Beauceville, votre centre Ford pro. Camion ben, remorque, unité mobile, camion nacelle. On a tout pour relever les plus gros défis. Et attention, on est les seuls dans Chaudière-Appalaches autorisés à vendre, entretenir et réparer les fameux F650 et les F750. Passez nous voir au 405 boulevard Renault, Beauce Auto Ford, le vrai partenaire des pros. Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis qu'on retrouve sur la plupart des applications. Aujourd'hui, on va faire le tour d'une belle et grande carrière. La carrière d'un gars que j'aime beaucoup, un des premiers avec qui j'ai fait de la radio un peu journalistique à l'époque de CFLS le matin. Ça fait longtemps, tabarouette. Julien Cabanas, ça ne te rajeunit pas, mais c'est vrai que tu as commencé jeune. Bonjour, Julien, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Tu as bien raison avec ce GRP, CFLS, tout ça. Oh, que tu recules loin en arrière, mon ami. Oh, oh. On a quelques années derrière la cravate. Mais je vais aviser les gens qu'on a fait quelques chroniques ensemble, quelques balados sur la chasse, la pêche et le plein air. Mais là, on va prendre le temps de faire le bilan de ta carrière parce que tu as quand même... Je pense que tu as pas mal accroché ta canne à pêche, si j'ai bien compris. Non, je ne vais pas accrocher. Même pas? Même pas. Je suis dans ma 50e année au journal, mais on m'a demandé si je l'accrochais. J'ai dit pas encore. Si j'ai encore la santé, je continue. OK, donc c'est pas un choix. C'est un choix qu'on te donne. Oh, et on me laisse le choix. Je veux dire, je pourrais abandonner là si je voudrais. Mais moi, je veux finir ma... En fait, je suis rentré au journal. Tout a commencé comme ça, pour ta première question, le 1er mars 1976. Je me suis présenté là pour un essai. Et je ne suis jamais ressorti de là. C'est tout un essai dans quel statut au général, au fait divers? C'était quoi? Non, j'étais au sport directement. Arrête donc. Et on m'a rentré au sport, puis là, il y avait comme une... C'est une drôle de circonstance. À ce moment-là, il y avait une négociation pour avoir un journaliste supplémentaire au journal, mais là, ils m'ont dit, attends un peu, ça négocie. Donc, ils m'ont mis aux statistiques. OK. Pendant, je ne sais pas, pendant peut-être 3 mois, là, je faisais ça, tout ça. Et la probation qui devait durer 3 mois a duré 9 mois. Okay. À cause de la négociation syndicale. Et tout à coup, un soir, on me donne un papier. Bienvenue dans l'équipe du Journal de Québec. C'est fait, t'es là. Et j'ai dit, coudonc. C'est comme ça que ça a commencé au départ. C'est Claude Bédard qui était là ou c'était qui? C'est Claude Bédard qui était le directeur des sports. C'est lui qui m'a fait venir d'ailleurs. Puis j'ai fait juste une anecdote avant qu'on continue. C'est que moi, je suis arrivé là tout fier parce que j'étais étudiant en journalisme à l'université. Et je disais à M. Bédard, j'espère avoir mon diplôme en journalisme et tout ça. Il dit, c'est bon rien pour nous autres, ça, un diplôme en journalisme. Il dit, t'as-tu un char? Es-tu capable d'écrire à la machine à écrire? Es-tu bilingue? J'ai dit oui. Il m'a donné une feuille, il dit, traduis-moi ça, fais-moi des potins avec ça. Tant de pouces, c'est ça que j'ai fait. Il revenait au bout de 20 minutes, montre pas ta feuille. Il regardait ça, il dit, OK, viens dimanche, on va t'essayer. C'est comme ça que ça a commencé, tout simplement. Ça a été, en fait, tu as commencé dans quelque chose que tu aimais. Là, souvent, il y en a qui commencent, on dit les faits divers, les chats écrasés, puis tout ça. Tu n'as pas été touché à ça, toi? Non, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai rentré là un peu sur la pointe des pieds par la porte des statistiques. Oui. J'avais une idée dans la tête. C'était de développer mon secteur de chasse et pêche parce que, j'aimais ça. Deuxièmement, j'étais en contact avec des gens, des associations, à l'époque, le Casting Club et compagnie. Puis je voyais qu'il y avait un besoin. Mais là, écoute, là, j'arrive là, comme un extraterrestre dans une salle de rédaction où ce qui compte, c'est le ski, le golf, le tennis, le hockey. Et moi, je lève la main, je veux faire de la chasse puis de la pêche. T'imagines-tu? La face du boss puis des autres, ils ont dit que c'est ça, cette affaire-là. C'est quoi cette affaire? Tu vois, là, vraiment, là, d'un gars qui arrivait de nulle part. Mais dis-moi, est-ce qu'il n'y a pas eu un élément, je me trompe peut-être, mais pour connaître un peu puis aimer un peu la pub, j'imagine que tu es arrivé puis il y a bien des clients qui voulaient se coller à la chasse et la pêche parce que c'est la Tulipe de ce monde et les autres. Ça n'a pas dû te nuire, ça, parce que tu avais un créneau qui avait de l'intérêt pour les annonceurs. Bon, là, tu touches à un point très intéressant. C'est que moi, quand j'ai commencé, ils m'ont laissé. Moi, j'écrivais une page, des fois des chroniques. En passant, les premières, c'était autour du Casting Club de Québec, tout ça. Quand c'était au centre du Rocher, avant qu'ils démolissent tout ça, c'était la maison. J'allais là voir les associations. Et là, ils ont fait un sondage. Il y a eu un sondage de fait au journal. Que voulez-vous de plus dans les pages du Journal de Québec? Alors, il y avait marqué à ce moment-là, les gens ont répondu plus de politique, Normand Girard, oui. Plus de nordique, ce qui était normal. Et en troisième lieu, croyez-le ou non, plus de chasse et pêche. Oh!
Ça a été bon. Ça a été bon pour toi, ça. Ben, c'est sûr, ça a réveillé du monde, là. Et là, comme tu dis, tranquillement, les annonceurs arrivaient. Il n'y en avait pas avant, mais là, ils voyaient qu'on parlait de chasse et de pêche. Ils se collaient. Et là, je suis arrivé dans la belle période où là est né la CEPAC, où sont nés les ZEC, où est née la Fédération des pourvoiristes. Fait que tout ça mis ensemble. Je suis vraiment arrivé dans il y avait de la matière, comme oui, mais c'est vrai, tu me rappelles que moi, j'avais 16 ans lors de l'élection du PQ en 76, mais ça a été le déclobage qu'on appelait. Il y a eu beaucoup de changements avec le ministre Bérubé. Ah non, ça me rappelle c'est parce que moi, je commençais à triper sur le journalisme, mais je me rappelle que cette période-là, effectivement, a été faste. Les changements ont été assez importants. La création officielle des ZEC s'est faite ici, au Manoir-Montmorency, pas loin de chez moi, avec la conférence de presse. À ce moment-là, c'était Yves Duhem qui était le ministre. OK, et Duhem. lui qui a ouvert Laval. Et il y avait eu une belle petite piscine à l'extérieur, une piscine d'enfants en plastique avec des trucs dedans, mais il faisait à peu près 30 degrés. Le poisson ne mordait pas, c'était drôle. Il ne savait même pas, de toute façon, c'était un homme qui n'avait aucune connaissance en ce qui a trait au poisson, à la chasse et à la pêche. Il était là, nomination politique, il fallait qu'il fasse les ZEC. Donc, ils ont déclubé le Québec, là, ils ont ouvert la boîte de bonbons à tout le monde, puis là, hop, tout est parti. Y a-tu juste parce qu'on en parle des ZEC, l'arrivée des ZEC, y a-tu une grosse période d'adaptation? Parce que c'était tout un changement entre les clubs privés et les ZEC. Ah, bien, il y a eu une bataille entre les deux, c'est sûr, parce que les gars de clubs privés, ils faisaient de la chenoute, tu sais. Il y en a qui ont ensemencé volontairement des lacs avec des poissons de fourrage, toutes sortes d'affaires, des épinoches. Pour faire du trouble. Oui, pour faire du trouble, parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils fassent prendre leur truite. Puis il y a des gars qui rentraient sur le ZEC, puis ils disaient, ça fait assez longtemps. Ils embarquaient sur le lac, la chaudière de 5 gallons entre les jambes, puis ils remplissaient la chaudière de 5 gallons. Ils se vengeaient un peu. Il y a eu, dans les deux cas, ça a été parce que c'est un changement qui est venu vite, rapidement. Il avait déjà commencé sous un gouvernement précédent. Mais le gouvernement a perdu les élections. Là, à ce moment-là, les autres sont arrivés, les libéraux s'en occupaient pas trop. Mais quand les péquistes sont arrivés, c'était une promesse électorale. Donc là, bingo, ils ont fait ça, puis écoute, ça me rappelle du monde que j'ai connu qui était en politique pour le Parti québécois, qui sont arrivés avec les ZEC dans la direction de ça, tout ça. Écoute, j'ai tout vu ça aller. Là, mais oui, il y a eu une bataille entre les deux parce que tous les journalistes, pour la plupart, ne voulaient pas des ZEC. Moi, j'étais plus pour un principe d'augmenter obligatoirement le nombre de membres sur un club privé parce que effectivement, c'était pas normal que 5 gars aient 10 ou 15 lacs à eux seuls. Non, je comprends. Moi, je disais à ce moment-là, passer de 5 à 15 ou à 20, mais faites pas, déclubez pas ça, parce que moi, ma peur, c'est ce qui est arrivé. Tu sais, un enfant, là, vient de voir la boîte de bonbons, ça fait 1 an qu'il a joué. Tout ce qu'il a l'idée, c'est de jouer dans la boîte de bonbons. Ah oui. Fait que là, t'arrives, mon vieux, puis tu y enlèves, tu veux pas, et tout à coup, tu ouvres la boîte. Qu'est-ce qu'il fait? Il la mange, il la dévore, il arrache tout le papier. Puis c'est un peu ça qui s'est produit. Ça faisait longtemps qu'il y avait des gens... Donc, il y a eu une surpêche folle au début, ça que tu oui, au début, oui. Maintenant, c'est fini. Maintenant, ça s'est calmé, ça s'est organisé. Le réseau des ZEC est très bien organisé, mais je me rappelle, pas loin de la barrière de réserve de Port-Neuf, il y avait un club privé en bas, là, qui appartenait à des hommes d'affaires de Québec. Le deuxième jour, après le déclubage, sur le lac en avant, il y avait 18 chaloupes qui étaient à l'eau. Tout le monde pêchait, tout le monde voulait y aller, ça faisait longtemps, il y avait du coin, tu sais. C'était un peu ça. Il y avait une dichotomie, c'est-à-dire une distorsion entre les lacs, la disponibilité et le monde qui y avait accès, et les gens qui voulaient y aller. Tu sais, c'était tout mêlé. Mais est-ce que mais au bout de 50 ans ou 40 ans plus tard, dans le fond, est-ce que tu dirais que c'était une bonne idée d'ouvrir ça au grand public, les territoires québécois? Ben, moi, je pense que ça a fait quelque chose de bien, parce qu'à un moment donné, ça s'est structuré avec des hommes et des femmes qui voulaient organiser les territoires et vraiment offrir une accessibilité bien structurée, bien organisée. C'est ce que c'est devenu les ZEC aujourd'hui. Tu peux aller pêcher sur une ZEC, chasser l'orignal, c'est plus compliqué, mais les autres gibiers, ça va bien. Mais, tu sais, c'est vraiment... Non, moi, je trouve que là où c'est rendu, le réseau des ZEC, c'est bien, ça vaut la peine. Moi, c'est vraiment bien organisé. D'ailleurs, on reçoit des communications d'eux autres aujourd'hui. C'est professionnel, c'est structuré, il aide le public, il aide les pêcheurs, les chasseurs qui veulent aller sur leur territoire, ils pensent à la relève, pensent aux jeunes. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment, c'est un joueur important.
dans le monde de la faune maintenant. Et oui, puis effectivement, puis on regarde qu'il y a toutes sortes de chasses, toutes sortes de pêches maintenant. Ça aussi, ça s'est ouvert beaucoup. Puis je remarque au fil des années, puis ça fait longtemps que je te suis, ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'il y a même de plus en plus d'ouverture sur, mettons, des sports motorisés. Tu sais, ça t'a élargi la palette, puis l'intérêt semble toujours là. T'as pas de misère à avoir 2-3 pages puis des cahiers spéciaux, là. Tu sais, ce que je veux dire, c'est ce que tu fais, Julien, c'est encore très intéressant et puis vendeur pour le journal. Ben, c'est sûr. Écoute, je ne veux pas être prétentieux pour les gens qui nous écoutent, mais cette année, au début janvier, j'ai eu mes chiffres entre le 15 janvier 2024 et le 15 janvier 2025. Mon patron m'a donné mes chiffres et j'ai eu 800 000 pages vues sur mes chroniques. Fait que ça commence à faire du monde, ça, là. Mais c'est le fun quand même. Toi, regarde, tu as une carrière assez longue, puis tu aimes ce que tu fais, mais le faire en sachant que les gens aiment ça aussi. Tu pourrais dire, je le fais en vase clos, mais c'est pas ça pour toi. Il y a du monde qui te lise. Puis tu dois avoir, ça doit être rare où tu vas quelque part dans un coin du Québec où on ne te connaît pas. C'est très rare, puis j'ai une anecdote là-dessus. J'étais avec René Baillargeon, un photographe du journal, un ancien photographe. Puis on s'en va à Blanc-Sablon, pas à Blanc-Sablon, excuse-moi, à Natashquan, pour faire un reportage, ça, puis on rentre dans un petit café tout petit, avec à peu près 5 tables, tu sais, des petites tables avec des chaises douettes, là, l'arborette sur le truc. Quand on s'assoit là, tous les deux, il y a un gars qui part de sa table, il vient me voir, puis il me tend la main, il dit « Bonjour, M. Cabana. » Ah là, t'es loin, là, hein? Ben là, je suis loin, là, puis René Berger, il dit « Mais ça se peut pas, tout le monde te connaît partout. » J'ai dit « Écoute, le journal, ça a une grande diffusion. Et oui, je touche les milieux qui intéressent beaucoup les gens, qui sont populaires. Et à tous les niveaux que je touche, là, il y a toujours des adeptes. Il y a toujours une grande quantité d'adeptes. C'est sûr qu'il y a des gens qui aiment ou qui n'aiment pas, là, ça, c'est pas grave. Mais je te parle des adeptes purs et durs, il y en a. Dans tout, ce que ce soit la motoneige, de la chasse, la pêche, tout le monde le lit. Mais sais-tu, je ne veux pas t'enlever de mérite, mais j'ai l'impression que tu ne dois pas manquer de sujet parce qu'on doit t'en fournir aussi. Hey, on a fait telle affaire, on vient d'aménager une chose, il faudrait venir voir ça. Monsieur Cabana, on vous invite à venir faire un tour. Toutes les invitations, en même temps, c'est un travail, c'est un métier. Là. Mais ça doit être épouvantable. Ben, dans une année, ça doit être assez impressionnant. Là. Ben écoute, c'est hallucinant. Tout le monde veut que j'aille, Mais je m'entends avec eux, je fais des reportages quand même à distance, tout ça. Oui. Je parle de leurs produits, je parle de leurs projets, mais je ne peux pas être partout. Non. Il faut que tu te dises une chose, je suis le seul qui fait ce que je fais au Québec. Il n'y a personne d'autre que moi qui fait ça. Il y en a déjà eu d'autres dans le temps, mais là, c'est vrai qu'il y en a des spécialisés chasse, pêche et loisirs, plein air, en fait. Il n'y en a pas tant. Là. Oui. Non, mais quand j'ai commencé, il y en avait 17 journalistes chasse-pêche. Et tu vois, aujourd'hui, il y a moi ici au Journal de Québec. Il y a Patrick Campeau qui a fait une chronique au Journal de Montréal. Ouais. Et puis, à part de ça, il y a Ernie Wells dans le bas du fleuve, des gens comme ça. Mais c'est plus comme avant. Il y avait quasiment une armée de journalistes dans les congrès. Ça remplissait une partie de la salle. Et là, c'était Sherbrooke, Canton de l'Est, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y avait du monde de partout. Mais là, c'est ça a changé. Julien, est-ce qu'ils t'ont demandé de regarder pour trouver une relève? Tu sais, toi, tu es là, ben oui, mais à un moment donné, la santé te lâche, n'importe quoi. Et ils ont besoin, ils ne veulent pas te mettre dehors, c'est pas ça ma question, mais est-ce qu'ils te demandent d'assurer ta relève ou c'est pas ton ressort? C'est drôle, mais il n'en parle jamais. Quand j'en ai parlé à Jean-Nicolas, qui est le directeur adjoint des sports à Québec, Jean-Nicolas, il dit « Voyons donc, tu étais un meuf dans le journal, tu étais un monument, tu peux pas. » Il dit, ben que j'arrête. Il dit, voyons, dis pas ça, tu peux pas. Tu sais. Puis c'est sûr que pour eux autres, moi, j'ai les connaissances, j'ai les contacts, tout ce que j'ai accumulé au fil du temps. Ça me permet de faire un travail beaucoup plus facile, simple, rapide, puis d'être toujours sans nouvelle. Tu sais, c'est ça qu'ils me disent. Tu es toujours sans nouvelle. Ben oui, il sort quelque chose, je suis là, il arrive ça, je suis là. Il se passe de quoi, j'ai un contact, je suis là. Tu connais tout le monde, c'est ça, dans le milieu. Là. C'est sûr que partout où je vais, je connais les gens. Puis, tu sais, il y a une chose que tu mentionnais tout à l'heure. En 50 ans, je n'ai jamais changé. Je suis toujours le même individu du départ. Je n'ai jamais eu la grosse tête parce que j'avais du succès. J'ai jamais eu, je n'ai jamais voulu m'imposer aux gens. Ils disent, regardez-moi, je suis le spécialiste. C'est moi qui ai la vérité, science infuse, du tout. Moi, je travaille avec le monde. Puis si tu as remarqué dans mes articles, que ce soit chasse, pêche, c'est pas moi qui est sur les photos. C'est toujours des gens que je rencontre sur place, ou des gens qui passent partie d'un groupe avec moi, je n'ai pas à me mettre en valeur. Parce que, tu sais, les gens, là, c'est ce qu'ils vont dire, là, s'ils me voient qu'une grosse bête, je sais pas, un gros chevreuil, un gros poisson, ils vont dire, c'est bien, c'est le journaliste, ils ont donné le meilleur. Moi, mon but, c'est de donner aux gens,
d'informer les gens, leur donner des clés pour qu'ils rouvrent les bonnes portes, pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Tu sais. Aujourd'hui, là, avec tout ce que tu as fait, parce que tu as fait plein air, le 3 roues, 4 roues, ce que je veux dire, tu parles de beaucoup de sujets liés à la forêt, appelons ça de même, là. Mais où tu dirais que toi, tu penses que tu es... Ah non, j'ai deux questions, en fait. Où tu es le meilleur, à ton avis, puis où tu aimes le plus être? C'est-à-dire que tu as certainement de préférence là-dedans. Est-ce que c'est la pêche? Est-ce que c'est la motoneige? Est-ce que c'est la chasse? Est-ce que c'est la petite chasse? Est-ce que c'est la chasse à loin? Écoute, si on regarde, là, si on fait un petit palmarès, là, pour la pêche, la place que j'ai adorée dans ma vie, j'ai été chanceux à cause du métier d'y aller souvent, c'est la Rivière-Georges, dans le Nouveau-Québec, en Haute-Chefferville. Ça, pour moi, c'est le paradis de la pêche. Il y a 3 ou 4 espèces dans la rivière. C'est rapide, tu peux prendre du saumon, de la mouchetée, de la grosse mouchetée. C'est beau, visuellement, Julien, c'est beau? C'est majestueux? Très beau. Oui, okay. C'est une vallée qui est très belle, c'est majestueux, la rivière. Tu sais, c'est très beau. Après ça, si on va dans la chasse, ben, moi, si on parle de lieux physiques où j'adore être, je vais dire, je pense que j'étais une épinette de l'île d'Anticosti dans mon ancienne vie, parce que quand j'arrive là, c'est comme quelqu'un qui arrive dans ses vieilles pantoufles. J'adore l'île d'Anticosti comme lieu, comme espace de vie, là, c'est formidable. Parce que tu vois des choses, c'est un continent dans un continent, les gens là-bas, les gens du village sont formidables, ils ont vécu toutes sortes de choses. Et tu trouves tellement de traces de l'histoire du Québec, du Canada, ces choses. Tu trouves tout ça sur place, tu sais. Puis il y a même un cimetière viking, il y a toutes sortes de choses. Oui, puis moi j'ai trouvé, sais-tu, pour quelqu'un mettons, qui va à la chasse en famille ou entre amis, il ne voit pas tant d'animaux. Moi, quand je suis là, j'ai vu tellement de bêtes que j'ai été impressionné. J'ai dit, les chevreuils, tu sais, écoute, c'est bizarre. Pourtant, on est une famille, chez nous, on a 2 camps de pêche, un chalet de pêche. Tu sais, puis je ne suis pas allé à la chasse tant que ça. Là, je ne commencerai pas à me comparer à des vrais chasseurs qui vont là une semaine ou 2 à chaque automne. C'est pas ça pour moi du tout. Par contre, quand je suis allé à l'île d'Anticosti, vraiment, j'ai été charmé. Et quand j'ai vu toutes les pick-up avec des grosses barres de métal puis des blocages en avant, je dis, voyons donc, mais le gars, il disait, attends de voir le nombre de chevreuils que tu vas croiser, tu vas comprendre. Non, mais tu sais, c'est un monde, là. Il y a une... Je sais pas si la densité est toujours aussi grande de bêtes, mais c'est fou, là. Écoute, j'ai déjà petite Port-Meunier pour aller au camp Chicotte. J'ai compté 228 chevreuils au bord de la route. Un aller seulement? En aller seulement, sur à peu près, je te dirais, 80 km, à peu près 75-80 km. Incroyable. C'est fou, vous préparez ça. Si on va maintenant vers les chasses que j'aime de plus en plus, que j'adore et que je trouve que c'est une belle chasse, c'est la chasse du petit gibier. Le petit? Le petit gibier, la perdrix, tout ça, parce que la gélinette, parce que c'est l'automne, tu fais ça tranquillement. Il n'y a pas la compétition comme la chasse à l'orignal. On est 4 gars, cette année, c'est moi qui tire, cette année, c'est moi qui tire. Je comprends. Ouais. Tu t'en vas tranquillement, tu peux le faire en famille. Les couleurs sont belles, les odeurs sont là. Puis la gélinette est là, chacun la prend, chacun son tour. C'est une chasse reposante, une chasse de nature. Tu profites beaucoup plus de la nature dans cette chasse-là que les autres chasses, les gros gibiers. Moi, c'est une des écoute, je faisais pas beaucoup de chasse, j'ai pas fait de grosses chasses dans ma vie, ça n'a pas donné. Mais de la petite chasse, il y avait le lièvre qu'on prenait plus au collet. Moi, j'étais avec mon père et tout ça. Mais la perdrix, j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Une chasse que j'ai découverte aussi qui est bien le fun. Et contrairement à ce qu'on pense, le dindon sauvage, ça s'appelle peut-être un dindon, mais c'est pas une dinde, c'est pas stupide. C'est vraiment très intelligent et c'est la chasse probablement. C'est ceux qui sont, gros, là. Hein, c'est ceux qu'on voit qui sont assez gros, ça, hein, c'est ça? C'est ça, c'est probablement une des chasses les plus difficiles. C'est un animal qui a de très belles vues puis une bonne ouïe. Il voit, il entend, puis il voit très loin, là, plusieurs kilomètres de distance. Les mouvements, tout, c'est pas facile à déjouer. OK, donc si tu ne fais pas attention, tu n'en tueras pas. C'est impossible. Non, il y a des règles à respecter. Souvent, les gens, tu sais, le gars, il met une tente de chasse sur le bord du champ, mais il est toujours à gesticuler dans la tente. Le dindon, lui, il voit le mouvement dans la tente. Il voit le mouvement. Les gens ne pensent pas à ça. Mais lui, il voit le mouvement. S'il voit ça, danger, il va pas là, c'est tout. OK, il s'en va, exactement. Il est parti. Y a-tu une chasse que tu aurais... Ben, tu sais, je veux pas faire ton bilan comme si tu allais mourir demain, Julien, mais tu as quand même plus de fêtes que tu vas en faire. Y a-tu des choses que tu mettons, tu as rêvé de récolter, parce qu'on parle de chasse, tiens, et que tu n'as pas réussi? Tu n'as jamais réussi? Je sais pas, mettons, Les gibiers québécois, non, parce que je les ai tous récoltés. En 40-50 ans, je comprends, surtout quand c'est ton métier. Là, je t'enlève pas de mérite, mais je veux dire, oui. Là. C'est sûr, j'ai eu la chance. Grâce, je le dis, c'est ma passion. J'ai vécu de ma passion. Grâce à mon travail, j'ai eu des chances exceptionnelles. Comme je dis toujours, j'ai l'expérience
en 60 ans d'expérience, en 70 ans d'expérience, j'ai l'expérience peut-être de 200 ans mêlée à ça, parce que c'est exagéré, tu sais, 10 jours, 5 jours là, 5 jours là, 6 jours là, 7 jours là, 4-5 mois par année, toujours dans la nature, les chances sont bonnes. Mais c'est sûr que j'aurais aimé aller en Afrique, mais pas nécessairement pour prélever des bêtes, mais il faut faire de la photographie. OK. Un safari photo. Oui, c'est ça. Je ne vois pas l'utilité, moi, de tuer un zèbre ou de tuer un lion ou quoi que ce soit. Non, je trouve ça beau. J'aurais été fait de la photo. D'ailleurs, il y a un pourvoyeur qui me le demande à chaque année si je veux venir. Un jour, peut-être que je vais dire, comme on dit, comme on dit en québécois, je vais me lâcher, là. Mais ça peut arriver. Mais c'est ça surtout que j'aimerais. Ça couronnerait vraiment la fin, là. Tu sais, j'ai eu la chance d'aller par le métier dans toute la Scandinavie. Alors, j'ai vu les caribous là-bas, j'ai vu les orignaux là-bas, j'ai vu des perdrix grosses comme des poules. Tu sais, je dis, excuse-moi, j'ai une curiosité, parce que je suis allé, moi aussi, dans certains pays du Nord, puis du Nord de l'Europe, puis je trouvais que le décor, par moments, ressemblait tellement aux forêts du Québec. Oui. Je me rappelle d'être rentré dans un bateau de croisière, puis on était dans... Je sais pas comment t'expliquer ça, mais je vais exagérer un peu, mais c'était... Un fjord. Oui, c'est ça, sauf que c'était comme une grosse rivière, c'était pas si large. Puis je trouvais que le bateau était gros, puis là, je regarde sur le côté, je dis, mon Dieu, j'ai comme l'impression que je suis dans Réserve Port-Neuf avec un paquebot. C'était vraiment étonnant, tu sais, c'est-à-dire, mais le décor, Julien, c'était vraiment proche du Canada. Pareil. Quand on se promène en voiture en Finlande, dans le bois, tout ça, la forêt, c'est des conifères comme chez nous. C'est la seule chose qu'on ne reconnaît pas, c'est les noms, c'est les pancartes puis la langue que le gars va te parler. T'as raison. Mais à part de ça, là, tu sais, je me souviens, Ravintola, c'est le restaurant. Alco, c'est la Société des alcools. Kitos, qui pisse, des choses comme ça, mais c'est des petits bouts. Tu n'es jamais capable de comprendre le langage. Tu sais, ça fait que... Tu sais, on parle, là, on fait un genre de bilan quand même de carrière en même temps, mais qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que, mettons, comparons chasse et pêche, parce que c'est les deux grands panneaux, là, qu'on se comprend, très démocratiques. À ton avis, du début de ta carrière jusqu'à aujourd'hui, lequel des deux a le plus évolué? Soit par la science, par la technique, par la technologie, ou tu me dis, chacun à leur façon, ils ont beaucoup évolué, mais y en a-tu un des deux qui est plus impressionnant dans l'évolution? C'est sûr qu'au niveau de la chasse, il y a eu beaucoup de suivi des biologistes, tout ça. On a vraiment aujourd'hui un meilleur portrait des populations qui sont chassées, que ce soit l'orignal, le chevreuil. Donc les prélèvements sont plus intelligents, entre guillemets, c'est ça que tu me dis? C'est sûr, c'est très, très contingent. Comme là, présentement, il y a un tirage au sort pour les permis de femelles chevreuil parce qu'ils émettent juste un certain nombre de permis pour ne pas nuire à l'évolution de la population. Tu sais, avant, tout le monde rentrait, on va tomber ça dans le char, on s'en va. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Après ça, l'orignal, c'est pareil. Puis pour la pêche, bien, ce que j'aime, c'est que là aussi, beaucoup de plans de gestion. La clé, c'est les plans de gestion. Les plans de gestion permettent d'évaluer la population, prendre des mesures pour qu'elle soit disponible pour les chasseurs ou les pêcheurs, la protéger pour ne pas l'exterminer, pour ne pas mettre des espèces en danger. Alors, c'est ça. Là. C'est grâce à ces outils-là, la pêche a évolué énormément. Puis la pêche, bien, ça s'est ouvert aussi. Tu sais. Avant ça, là, tu t'en souviens, là, les gars s'allaient dans un chalet, il y avait une chiotte en arrière, puis tu sais, je veux dire, les gars prenaient un coup. C'était rudimentaire, ça a changé. C'est ça. Fait que là, tout a changé, les chalets, l'évolution, l'accès, l'accueil, les pourvoiries, les réserves phoniques, les ZEC, tout est devenu... C'est plus familial qu'avant. Moi, quand j'étais jeune, c'était mon père et ses amis de gars qui allaient à la chasse et à la pêche. Aujourd'hui, c'est papa, maman, les enfants, les mononcles, les matantes, tout le monde. Mais ça me semble très démocratique par rapport à ce que tu as connu, toi, il y a 30 ans. C'est sûr qu'il y a 30 ans, t'as raison, c'était une gang de gars. Femme-toi, on s'en va à la pêche, puis là, c'était go, du lever du soleil au coucher du soleil, sur le lac, des sandwichs, on pêche. Mais aujourd'hui, c'est familial. D'ailleurs, les vacances famille se remplissent plus souvent chez les pourvoyeurs que les séjours de pêche. Là, tu m'amènes sur la pêche, on a parlé un peu de chasse, je veux qu'on parle plus de pêche un petit peu. Mettons que je te commence avec une question comme une prise. Voyons, es-tu en train de te battre avec quelqu'un? Non, pas encore. Ça va venir. Une prise qui t'a marqué pour 1000 raisons. C'est peut-être pas le plus gros poisson, mais une prise que tu pourras jamais oublier jusqu'à ta mort. Tu as vécu quelque chose. Ah, écoute. Il doit y en avoir plus qu'une. Je pourrais te donner un top 3. Là, ça serait mais un top 3, il y a le saumon, mon plus gros saumon à vie. Je l'ai pris sur la rivière Matapédia en Gaspésie, 25 livres et demi à mouche sèche. Ça a été un épopée avec le guide que j'avais. Combien de temps t'as mis à le sortir pour le fun? Pas loin d'une heure, un petit peu plus qu'une heure. Tu sais, d'avoir les bras fatigués. Oui, mais c'est parce qu'il faut que tu aies un homme avec pas d'expérience. Ne fais pas ça, fais ça. C'est toute une technique, un gros poisson comme ça. Là. OK, donc tu es en train de me dire, Julien, si tu es tout seul, peut-être tu l'échappes.
tu ne l'échappes pas, mais je te dis, il faut que tu saches comment faire pour l'affaiblir, pour l'amener en eau morte, pour être capable de le récupérer, parce que ça prend beaucoup d'expérience. Ça prend vraiment de l'expérience. Mais non, mais tu sais, ce que je veux dire par là aussi, c'est que ça, c'était le plus gros saumon que j'ai pris dans ma vie. Par contre, je n'oublierai jamais mon premier saumon à vie sur la rivière Georges. J'avais jamais pêché ça de ma vie. Puis le guide disait, on va aller prendre un saumon. Je te dis, j'étais dans mes petits souliers, hein. Mais j'avais déjà mouché de la truite, ça fait qu'il m'explique tout ça. Puis je prends le saumon, pique le saumon, bing, bang, dans les roches, tout ça. Finalement, le saumon, le gars, il met dans le filet, puis il s'assoit, puis là, il se met à rire. Mais j'ai dit, qu'est-ce que t'as à rire? Il dit, t'as tout fait pour le perdre. Tout. Puis il dit, il est dans le filet, il dit, c'est capoté, j'en reviens pas, puis il riait, puis il avait parce que tu n'avais pas de technique. Ben non, je savais pas quoi faire. Tu faisais cogner ses roches, ou qu'est-ce que tu as fait? Ah oui, puis je passais à la ligne entre deux roches, il aurait pu couper la ligne, n'importe quoi, tu sais. Je veux dire, j'ai fait toutes les mauvaises techniques possibles de ce temps imaginables. Puis là, le guide, il part à rire. Il prend le filet, puis là, il part à rire, puis il me dit ça. Il dit, t'as tout fait pour le perdre, mais tu ne l'as pas perdu. Mais mettons, écoute, Julien, je te pose une question. Outre la qualité de pêche et le type de poisson, si je te demandais la meilleure région au Québec, à ton avis, si on considère le paysage, l'escarpement, les rivières, la beauté de la nature et évidemment le résultat de pêche, si tu as une place, mettons, j'arrive, moi je suis un Français, puis je vais mourir dans 4 jours. Il faut que j'aille à une place au Québec. Tu m'envoies où? Ça serait où l'endroit idéal? Moi, je te dirais la Côte-Nord. D'ailleurs, tu as vu l'annonce, la publicité qui se fait à la télévision. Oui, c'est très bon. C'est très bon, mais c'est ça, la Côte-Nord. La majesté, les distances, le paysage, toutes les différentes espèces que tu peux pêcher en lac, en rivière. Les gens sont accueillants, ils trouvent la porte, viens-t'en, ils t'amènent à la pêche. Tu sais, tu peux prendre du brochet, du doré. C'est une passion dévorante. Pour eux autres, c'est une vraie passion. Là. Eux autres, ils aiment ça avoir de la visite. Il n'y en a pas assez souvent. Puis je trouve que les gens, ils vont en Gaspésie, ils vont dans les Monts-Valin, ils vont un peu partout proche, les réserves de Laurentides, tu sais. Mais sortez un peu, allez voir ailleurs. Puis la Côte-Nord, c'est un endroit qui est tellement pas visité par beaucoup de pêcheurs, alors que ça a un potentiel assez phénoménal. D'espèces, puis de décors surtout. Tu me parles de décors? Oui. Je te jure que, tu sais, on ne faut pas oublier que les pierres les plus vieilles en Amérique du Nord ont été trouvées dans le massif des montagnes de Manic 5. Okay. N'oublie pas ça, là, c'est vieux comme la terre, ça. Là, tu sais, je veux dire, il y a tellement de vie de marine là-bas, puis du poisson, il y en a. Mais j'ai le goût de te poser une question néophyte parce que je ne sais pas c'est quoi la réponse. C'est peut-être d'une simplicité, puis tu vas rire de moi, mais ce ne sera pas la première et sûrement pas la dernière. Mais tu sais, je t'entends parler, puis quand tu me parles du Grand Nord, quand tu me parles, tu es rendu pas loin de la baie James, quand tu me parles des endroits, là, tu me parles de poissons des fois qui sont de 10, 15, 20 livres, puis des 40 pouces, 30 pouces. Est-ce que c'est lié au fait que c'est moins pêché ou c'est juste lié au fait qu'il fait plus froid, c'est le Nord? J'essaie de voir, parce que j'ai l'impression que plus on monte, mais pas dans le Québec, plus on monte vers le Nord, plus on a des chances d'avoir des gros poissons. Est-ce que je dis n'importe quoi? Non, c'est parce que c'est moins pêché. Tu as mis le droit de dire c'est tout aussi simple que ça. Écoute, je vais te raconter une anecdote. Ils ont moins de prédateurs, donc ils grossissent. C'est ça que tu me dis? Oui. C'est sûr. Regarde, on s'en va sur la rivière Cogeluc au Labrador. C'est une rivière avec un camp qui est géré par les Inuits là-bas. Mm-hmm. Et je suis avec mon épouse dans un bateau, puis dans l'autre bateau, il y a un autre couple. Sais-tu combien on a eu d'hommes chevaliers de l'Arctique sur la ligne de 9h à midi? Non. 123. Comptez. On les a pas regardés, on les a remis à l'eau, mais il y a eu 123 poissons qui sont venus morts dans notre ligne. Puis c'était du quoi? Du 10-15 pouces, comme faux? Ah non, il y avait 5 livres, 2 livres, 4 livres, des gros poissons. OK. Puis tu pêchais quoi? Au spilling? Tu pêchais ça? Oui, avec les fameuses trolls, là, les fameuses cuillères, il faut parler un bon français, avec le centre, là, qui était la cuillère à Tchar dans le Nord. Et puis écoute, ce qui est magnifique, pour donner une idée, on pêchait, puis juste derrière nous, les baleines passaient. Puis ils nous faisaient des sparages, on entendait les baleines nous siffler ça dans le dos, tu sais. Fait que ça, là, c'est des endroits de rêve, mais c'est pas si loin. Mais il faut que les gens veuillent aller dans ces coins-là. C'est bien organisé, il y avait un beau camp, une belle pourvoirie, tout était beau, c'était très bien organisé. Mais les gens, il faut prendre le temps d'y aller.
Est-ce que tu dirais que ce qui a changé le plus à la pêche, parce que c'est assez démocratique quand même la pêche, c'est les quotas qui ont baissé. Moi, j'ai connu des quotas de 25 truites par jour là, quand j'étais très jeune, là, dans les années 60, 70. J'ai vu ça descendre, puis moi, ça a rendu 15 par voyage. Je ne sais même plus où c'est rendu aujourd'hui, mais ça ne doit pas être beaucoup. Là. C'est quoi un quota sur un permis aujourd'hui? Bien, ça dépend des zones. Ça dépend des zones, c'est vrai. C'est 10 truites ou 15 truites, ça dépend. Mais écoute, dans certaines réserves phoniques, c'est 7 poissons que tu peux sortir de la réserve. Au bout de ton voyage, là. OK. Oui, tu peux 7 par jour. Puis limite OK, tu peux en prendre de les manger, c'est ce que tu me dis, mais tu n'en sors pas. Exactement, mais tu en sors 7 seulement. À la fin, il ne faut pas que tu n'aies plus que 7. Mais tu sais, écoute, si les quotas ont baissé, si le contrôle s'est exercé, c'est comme ça qu'on a pu garder. Je comprends. Des lacs poissonneux et des rivières poissonneuses aussi. Toi, tu dois savoir ça, mais moi, ça m'intrigue toujours d'apprendre des fois qu'il y a des lacs qui ont été des très bons lacs. Moi, je suis dans la réserve Port-Neuf, vois-tu? Puis, puis à un moment donné, on apprend par la faune qu'il est ferme pendant 5 ans. Comme s'il voulait les revitaliser. Puis c'est comme si, je ne sais pas s'il nettoie le lac. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils font, mais il l'arrête 5 ans, puis au bout de 5 ans, il le repart. Ça, c'est nécessaire pour régénérer la... Ben, dans certains lacs, oui, parce qu'il y a certains lacs qui sont contaminés. Okay. Donc, on empoisonne ça avec la roténone qu'ils appellent. Ça élimine tous les êtres vivants dans le lac. Ça veut dire, on repart à zéro. Poissons, on repart à zéro. Là, c'est comme si, là, comme ta baignoire, t'es vide, là, tu recommences à zéro. Bien vide, tu recommences. En fait, quand ils font ça, 2 ans plus tard, ils voient déjà des poissons qui reviennent en belle quantité. Ça fait que 5 ans, c'est le temps qu'ils font pour vraiment rebâtir comme il faut le lac. Et au bout de 5 ans, ben là, écoute, c'est un lac de pêche exceptionnel. Ça m'est arrivé de pêcher sur des lacs comme ça, mais comme tu dis, ça a été super bon. Mais avant, on prenait de la barbotte, n'importe quoi, je ne sais pas quoi, là, toutes sortes de poissons bâtards dans ces lacs-là. Une truite puis 12 poissons d'espèces compétitrices, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont fait ça. Puis il y a d'autres méthodes maintenant. Là, je te parle de roténone, mais il y a d'autres méthodes aussi. Est-ce que tu dirais au total, quand tu regardes l'analyse depuis des années 70, le déclubage qu'on a appelé avec le Parti québécois qui est arrivé en 76 et la suite, est-ce que c'est une bonne décision pour l'équilibre de la nature? Est-ce que parce qu'on a la connaissance aujourd'hui. Mon père me contait qu'il était allé à la pêche, lui, dans les années 50. Il prenait une bouteille de coke, il tirait ça dans le bois, il tirait ça dans le lac. Tu sais, il n'y avait pas la connaissance aujourd'hui. On fait beaucoup plus attention. C'est vrai dans plusieurs choses. Pour la pêche et la chasse, je présume que l'intelligence, la connaissance fait qu'on est moins sans génie dans le bois. Fait que, est-ce que ça a été bon? Parce qu'on avait peur au départ. Quand on a ouvert à tout le monde, on a dit qu'ils vont scraper les... Mais c'est pas ça qui est arrivé. Non, c'est qu'au départ, quand on a lancé ça, le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de balises. Tu sais, on a ouvert, comme je te disais tantôt, un jeune enfant, tu rouvres la boîte de bonbons, d'habitude, tu lui dis, prends-en un. Là, tu ouvres la boîte, tu dis, serre-toi. Fait qu'un enfant de 6 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger la boîte. Il va manger la boîte. Ben, c'est ça qui arrive. C'est que là, les gens étaient enragés. Il y en a plusieurs qui voulaient aller sur certains territoires. Ils ont vidé des lacs des fois en 3 jours. Ah, écoute, ils ont vidé, puis ils ont démoli. Puis moi, je me rappelle d'un lac où on allait, puis à l'époque, le gars nous disait, c'est 3 truites par personne. Pas plus que ça, sur ce lac-là. Et annuellement, ils prenaient à peu près 40 truites dans le lac. Ça fait que quand on avait la chance d'y aller, je te dis qu'on prenait des belles truites. Ben oui. Puis à un moment donné, il y a des gars qui sont sortis de là avec 50 truites de 3 livres et plus. Qu'est-ce que tu penses que ça a fait? Ça a tué le lac. Le lac est à mort. Après, ça mord d'appui. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris tous les géniteurs, puis ils ont vidé. C'est arrivé un peu partout, ces histoires-là. Ouais. Mais aujourd'hui, comme il y a une belle structure qui est née avec le temps, ça a été structuré, des protocoles d'entente. C'est parce qu'au début, la promesse, on l'a remplie, oui, mais on l'a donné sans balises. Aujourd'hui, il y a des balises partout. Je veux dire, tu vas dans le Powaré, c'est contrôlé. Tu vas dans le réserve phonique, c'est contrôlé. Tu vas sur une ZEC, c'est aussi contrôlé. Même en territoire libre, c'est contrôlé par les agents, tout ça. Même s'il n'y a pas beaucoup d'agents, il y en a encore. Le monde dit ça. Il n'y en a plus de garde-chasse. Il y en a encore, il faut se méfier. Tout le temps. Dans le fond, c'est pour s'assurer d'une pérennité. C'est ça. C'est que tu assures que moi, écoute, dans 50 ans, le ministre l'autre jour, il dit, je te souhaite un autre 50 ans de carrière. Moi, je vais te dire, j'ai dit, je vais être en chaise roulante, je vais être assez croche que je ne pêcherai plus. Mais j'espère que dans 50 ans, il va y avoir encore du poisson et des gibiers. Puis moi, je te dis que oui, parce que présentement, on contrôle, on se limite, on fait ce qu'il faut pour que ça arrive en bout de piste, tu sais, à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est ça qu'il ne faut pas se servir comme, on voyait, comme tu parlais, ton père te parlait, tu sais. Écoute, moi, je voyais un bonhomme autour ici, le gars, il arrivait à sa gloire. Hey, les petits gars, venez voir ça, il y avait une chaudière de 5 gallons plein de truites entre les jambes. C'est ce qu'il avait pris dans son avant-midi de pêche. Qu'est-ce que ça lui donnait de faire ça? Il en jetait à moitié au vidange, tu sais. C'était ça, la pêche. Il n'y avait pas de conscience, comme tu dis. Mais là, aujourd'hui, les gens sont conscientisés. Et souvent, même, je te dirais qu'il y a bien des gens qui vont aller dans certains endroits, qui vont prendre
je sais pas moi, 10 truites dans leur voyage, qui vont les manger sur place, qui vont les consommer, qui ne ressortent même pas du bois. Tu sais. C'est ça. Avant, les gars sortaient, ah, j'ai pris mon quota, puis ils étaient tout contents. Les tu sais, je veux dire, les fameux quotas, je dis au monde, c'est une limite à ne pas dépasser, c'est pas une limite à atteindre. C'est ça que je dis aux gens. Est-ce que tu es capable de dire ce que tu as aimé le plus dans. Là, comme je te dis, je ne vais pas te faire mourir aujourd'hui, mais on fait le bilan quand même de ta carrière. Mais y a-t-il une chose qui ressort comme étant ce que tu aimes le plus? Ça peut être un sport d'hiver, ça peut être n'importe quoi, mais que tu aimes vraiment, toi, viscéralement. Bien, viscéralement, c'est tout ce que je fais, j'aime ça. Je suis un vendu, un mordu, un passionné de tout ce que je fais. La journée que je ne serai plus passionné comme je suis passionné là, je vais arrêter. Si je suis plus passionné par la motoneige, je vais arrêter d'en parler. Parce que je me dis que tu ne peux pas parler d'un loisir, quel qu'il soit, de chasse ou de pêche, si tu n'es pas passionné, arrête ça là. Tu sais, je veux dire, tu vas faire quoi? Là? Ça a de la redondance, mauvaise information, débarras. Il va manquer de la passion, il va manquer. C'est ça, il va manquer parce que dans un texte, j'aime ça mettre mes tripes, puis je raconte des anecdotes au monde, puis je me souviens, j'avais écrit une chronique, à un moment donné, j'avais écrit « Le saumon a gagné ». J'ai décrit toute ma bataille pour essayer de prendre le saumon. Puis le combat qui m'a livré. Puis après, à la fin, j'ai eu « Touc », il m'a craché ma bouche. Il est parti. Fait que le titre, c'était « Le saumon a gagné ». Puis j'ai décrit exactement ce que j'avais vécu. C'est ça, là. Faut pas avoir peur, là. On n'est pas des génies, là. On est des hommes comme tous ceux qui nous lisent, puis comme tous ceux qui t'écoutent, t'sais. On est des gens, on a des défauts, des qualités, puis on a des capacités. Puis comme tout le monde, il peut arriver qu'on s'en mêle ou qu'on se fasse casser sa ligne. Puis, tu sais, c'est pas nouveau. T'es-tu fait dire, en tout cas, moi je te le dirais aujourd'hui, mais t'es-tu fait dire que tu avais quasiment la job parfaite? Toi? Ah, ben mon Dieu, on m'a souvent dit ça. Mais toi, tu le penses probablement aussi? Ben, j'ai vécu de mes passions, mais ce que les gens ne pensent pas, c'est que souvent, les gens voient le résultat. Une page dans le journal ou sur Internet avec une belle petite vidéo, des beaux poissons, mais ils ne pensent pas au temps, au déplacement, aux conditions qui peuvent être difficiles. Tu sais, la petite vidéo qu'on voit de 3 minutes, là, c'est peut-être qu'il y a 2 jours, c'était à pluie battante, puis on était assis dans le chalet, puis on attendait que ça arrête. T'sais. Parce que ce qu'on présente aux gens, c'est le résultat final, mais toutes les conditions, puis après ça, tu as les conditions de vie, l'absence de ma famille, l'absence de ma résidence. Tu sais, j'étais pas chez nous, là. Des étés, je te dis, des années, là, quand j'étais plus actif qu'aujourd'hui, là, c'était 5 mois par année, minimum, 5 mois par année. Parti, dans le bois. Fait que, tu sais, moi, je suis déjà allé à la pêche sur la Côte-Nord, à Saint-Pierre. Je suis arrivé ici le soir, puis le lendemain, je repartais pour prendre l'avion, pour m'en aller sur la Rivière-Georges. J'ai jamais eu l'impression, en tout cas, en te lisant, là, puis je te connais un petit peu, Julien, que ça te borderait. J'ai l'impression que tu as toujours aimé ça. Non. J'ai toujours aimé ça, parce que si j'aime plus ça, je ne le ferai plus. Ben non. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Si on perd, il faut être honnête aussi, dans la vie, tu sais, si tu perds la flamme, quelque chose, t'arrêtes ça, là. Parce que j'ai vu trop de journalistes, malheureusement, dans toutes les sphères, étirer. Toi aussi, tu en as vu. Ben oui. Le gars, il vieillit, puis il aurait dû arrêter avant. C'est ce que tu te dis, tu sais. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il ne prend pas sa retraite? Il est dépassé. Il te parle encore d'il y a 30 ans, il y a 40 ans, mais c'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont une vision de la division de la pêche, une vision de la chasse qu'il faut respecter. Ils voient ça différemment. Tu sais. Tu me parlais de la famille, bien beaucoup maintenant, là. Les gens posent des questions. D'abord, avez-vous le Wi-Fi? Avez-vous un accès? Mais c'est nous autres, tu sais, comme moi, qu'au début, le Wi-Fi. Moi, je partais du site le samedi, puis je disais à ma femme, je reviens vendredi. Bang! J'avais aucun téléphone, j'avais rien. Mais honnêtement, Julien, on va faire des blagues, là, mais il y a des moments où on se disait, c'est quasiment, je sais pas comment dire, c'était un plaisir d'être coupé du monde pendant quelques jours. Parce que tu comprends-tu, il y a des moments, moi, je me rappelle avoir un vieux maudit radio transistor juste pour écouter un résultat, mettons, de baseball, même on fouillait, puis la monnaie des ondes AM, puis tout, mais c'était juste un jeu, là. Mais tu sais, t'avais pas de nouvelles, t'avais pas si... Aujourd'hui, moi, je vais dans des chalets, là, dans la réserve Port-Neuf, là, je vais dans les chalets, ils ont des systèmes des laveuses, puis des lave-vaisselle au propane, puis tout, moi, je capotais, mais on est rendu là. Je suis pas une plainte, là. Moi, j'ai pas besoin de ça dans le bois, là. J'aime le confort. Mais il y a des limites. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Là. Tu t'en parles, des fois, tu dis, il y a des 4 roues qui se vendent quasiment 60 000. C'est des équipes avec ici, avec ça, des trailers. Fait que les limites, là, c'est le portefeuille aujourd'hui. Là. Ça a changé. C'est beaucoup. Mais tu sais, moi, ce que je dis souvent, quand je pars en voyage de pêche, n'importe où, j'en ai souvent qui sont avec moi, puis le téléphone dans les mains, puis ils pitonnent. Ah, tu veux? Trump a d'ici. Là, je lui demande, s'il vous plaît, ferme ton téléphone. Ah oui, mais ferme ton téléphone, tu l'ouvriras juste si tu veux appeler chez vous.
Mais là, pour l'instant, ça va dans le bois. Sac-moi patience avec ça. Tu sais, t'es dans un beau chalet, t'as un beau lac en avant, t'as des poissons de prix, tu dégustes ça avec un verre de vin blanc. Les oiseaux, puis tout. Puis là, c'est ça. Puis là, l'autre, il pitonne, puis il met de la musique, ça. Je dis, as-tu fini? Moi, j'aime être connecté uniquement pour, en cas d'urgence, comme ça s'est produit, ce que je viens de vivre, l'accident que j'ai eu. Là, j'étais chanceux parce qu'on a pu avoir du secours rapidement. Mais tu sais, je veux dire, à part de ça, là, j'ai passé au feu, moi. J'ai planté avec un hydravion, tout ça, puis là, j'avais besoin de la communication avec un téléphone satellitaire. T'as-tu eu peur, au travers de ces accidents-là, peur de mourir? Ben, c'est sûr. Écoute, en Anticosti, j'ai calé dans un trou d'eau, moi. J'étais à côté le menton. Le reste du corps dans... Ben oui, j'étais debout sur mes raquettes. C'est le mois de novembre, 30 novembre, l'année du référendum en 95. Ça a défoncé, puis j'ai calé dans l'eau habillé en chasseur, j'ai tiré mon arme à feu, puis là, j'ai calé. Et là, le guide était plus loin, il m'attendait, puis là, j'arrivais pas, mais là, moi, j'étais dans l'eau, j'ai commencé à faire de l'hypothermie. T'étais rendu à quelle hauteur? Tu veux dire, t'avais juste la tête sortie du trou? Exactement, à peine la tête sortie du trou, j'étais au menton. Honnêtement, te souviens-tu d'avoir pensé que c'était fini? Ben oui, c'est ça que je viens de te dire. J'ai fait ma prière, j'ai recommandé ma famille à Dieu, puis j'ai dit merci pour tout ce que j'ai vécu. Puis j'étais en train de me laisser aller quand le guide est arrivé puis il m'a crié. C'est lui qui m'a ressaisi, tu sais. Sans ça, moi, là, je partais, là. OK, donc, tu avais tellement perdu de force que tu serais laissé aller, c'est ça que tu dis? Parce que quand tu es en hypothermie, tu finis par t'endormir. C'est ça qui tue les gens. On s'endort puis on perd l'idée de se combattre, tu sais, de se débattre, là. Donc, si lui n'arrive pas, dans le fond, tu n'aurais personne qui t'aurait donné l'énergie, peut-être. Non. Puis, tu sais, naturellement, ton corps est exténué, probablement. Ben oui, tu es exténué, puis moi, je dirais aux gens qui n'ont jamais fait ça, puis ils veulent savoir ce que c'est, mettez votre bras dans une laveuse à linge qui est pleine d'eau glacée, là. Rentrez votre bras jusqu'à l'épaule, vous allez voir ce que ça fait. C'est des couteaux qui te rentrent dans les bras et dans les jambes. Regarde, c'est complètement fou. Parce que je n'avais pas noté, mais comme tu étais en novembre, c'était extrêmement froid, c'est ça que tu dis, là. Ah, écoute, c'était le 30 novembre. Ça, c'était un pur accident. Il n'y a pas eu de mégarde de ta part, là. Non. On marchait en raquette, puis le guide s'en allait en avant de moi. Puis là, je le suivais. Puis là, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait de l'eau dans ses traces de raquette. Oh, j'ai dit, il y a de l'eau ici, on va faire le tour. En me retournant, pouf, ça cale. Ça casse. Là, je descends dans le trou, là, mon vieux. Là, j'ai plus rien, j'essaye, mais la glace casse, puis je descends. Et puis là, comme je touchais pas le fond, j'étais en raquette. J'ai mis mes raquettes debout, puis c'est le bout de la raquette qui a touché dans le fond. Fait que j'avais les pieds, si tu veux, virés par en avant. Ça t'a probablement sauvé, ça. Parce que si t'as pas une raquette, tu vas trop. Non. Probablement que tu meurs noyé, c'est plate à dire. C'est ça. Puis quand on a passé au feu à l'Orignal, là, j'écoute, où ça? 1h30 au nord de Sept-Îles, dans la réserve Pont-Cartier Sept-Îles, on a passé au feu, au complet. Tout a brûlé, sauf le linge, les combines que j'avais sur le dos, puis mon arme à feu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'était-tu une maladresse ou qu'est-ce qui est arrivé? Non, c'est la tente où on dormait. Moi, je pense qu'avant ça, les tentes prospecteurs blanches, tu as sûrement déjà vu. Oui. Ils mettaient un produit pour l'imperméabiliser, et ça, c'était très, très, très bon pour le feu, pour attirer le feu. Inflammable, oui. Et puis moi, je pense inflammable, puis moi, je pense qu'il y a une corde qui a cassé, puis le bord de la toile a touché au tuyau du poêle qui chauffait. Puis ça a déclenché, boum, salut. Puis là, écoute, tout ce qu'on avait, on a essayé de sortir les affaires, mais il n'y avait rien. Puis moi, j'ai rentré dans la tente qui brûlait pour aller chercher le téléphone satellitaire, puis là, j'ai mis à main gauche sur la poignée, parce que c'était une valise dans le temps. Ça a fait la peau a brûlé là. OK, c'était un petit peu chaud, ça, je comprends? Ah oui, il était en train de fondre, fait que c'était brûlant. Puis moi, j'ai passé 1 heure à attendre l'avion, couché sur la plage avec tout le bras gauche jusqu'au cou, là, dans l'eau froide, parce que ça brûlait trop. Oh! Puis as-tu eu des séquelles à ton bras après? Non, on a eu la peau un peu, là. Mais on a passé à l'aéroport, à l'hôpital de Sept-Îles. Mais là, écoute, t'as plus rien, là. T'as plus de portefeuille, t'as plus d'argent, t'as plus de carte de crédit, t'as plus de carte d'assurance maladie, t'as plus rien. Tout est brûlé. Tout est disparu dans le feu. T'as l'air fou, là, franchement. Là. Pendant que tu parles des anecdotes, de même, je sais qu'il y en a plein, mais je voulais te demander, est-ce que tu as eu des rencontres, même si tu connais ça un peu, là, un peu inquiétantes avec des animaux de la faune? Ah ben, l'ours, non. Les seules fois que j'ai vu un ours, puis je vais toucher du bois pour que ça m'arrive, quand on s'est croisé, pas croisé, mais quand on s'est vu dans un sentier, lui a sauté dans le bois, puis il est parti. OK. La chose qui m'a le plus impressionné, c'est fou, mais je vais te raconter ça. Un jour, je fais la chasse à l'orignal dans la réserve des Laurentides.
Et à ce moment-là, le permis nous permettait le mâle ou le petit, le mâle ou le veau. OK. Et là, on arrive à un lac, puis il y avait une femelle dans l'eau. Fait que le guide, il dit, je vais aller voir si elle a un veau. Puis là, il me parle, puis il dit, elle a un veau, il est là-bas. Tu sais, il dit, je vais essayer de les faire bouger, puis ils s'en viennent vers toi. Puis il dit, je pars pas après, là. Il dit, je vais juste marcher dans le bois, ça va leur faire peur, puis ils vont se tasser. Fait qu'effectivement, ils s'en venaient, cassaient des branches, je l'entendais. Et j'entendais les animaux marcher dans l'eau. Et tout à coup, dans une éclaircie, je vois la femelle puis le veau. Fait que là, ce que je fais ni un ni deux, j'ai dit, écoute, j'ai tiré le veau sur le veau. Là, le veau tombe dans le bord de l'eau. Je crie au guide, ça y est, c'est fait, tout ça. Le guide arrive, il m'aide, il dit, on va le retirer un peu. En tout cas, je fais une histoire courte. Je donne ma carabine, j'ai plus besoin, la chasse est finie. Ouais. Il dit, je vais aller au camion, puis je vais revenir avec ce qu'il faut pour l'arranger, tout ça. Ouais. Mais pendant que je suis à terre en train de, tu sais, j'entends, un gros grondement comme ça, qu'est-ce que je me tourne? La femelle est là. 5-6 pieds en arrière de moi, mon vieux, là-bas, le poil droit de sa bosse, les oreilles. Pas de bonne main? Non, les oreilles dans le dos. Là, elle riait pas, elle, là. Puis là, tu sais, j'ai claqué des mains, j'ai crié, va-t'en, tout ça. Pantoute. Elle ne bougeait pas d'une ligne. Il a fallu que je la frappe avec un bout de bois, où là, elle a réagi, puis elle est partie. Et Baptiste, mais elle n'aurait pas pu t'attaquer plus, me semble. Ah oui, elle était rendue pour moi, là, elle m'aurait fait de quoi. Mais toi, tu n'avais pas le choix de faire de quoi, c'est ça que tu dis, Julien? Ben oui, il fallait que j'agisse, parce que sans ça, elle m'aurait peut-être piéciné, je ne sais pas ce qu'elle aurait fait. Parce que je touchais à son petit, j'avais son bébé dans les bras, moi, là, je tirais dessus. Fait que là, tu vois, elle est partie. Le guide est arrivé, j'y compte ça, il dit, ben, pas de problème, elle ne reviendra pas. Il est en train d'arranger l'orignal. Qu'est-ce qu'on va revenir? La femelle qui arrive encore sur nous autres, il dit, tire à terre en avant d'elle, elle va s'en aller. Mais je ne peux pas tirer, j'ai plus d'armes. Fait que là, ça a été encore frappe ses arbres, puis fait du bruit, mais il y avait un petit plan d'eau, là, puis elle allait à l'autre bord du plan d'eau, puis là, elle traversait le plan d'eau en courant, puis elle fonçait sur nous autres. Ça a duré au moins, je te dirais, une demi-heure. Tant qu'ils finissent ça. Puis là, elle m'a donné, elle est partie, mais quand je suis arrivé ici, j'étais blanc comme du lait, ma femme m'a dit, qu'est-ce que t'as là? Puis là, j'ai raconté mon aventure, j'ai dit, jamais plus, je vais récolter un veau, j'enlèverai plus jamais un veau à sa mère. Je ne l'ai jamais refait. Parce que c'est drôle, parce que j'ai vraiment senti que la mère, elle me disait, tu m'as pris mon petit, elle avait des sentiments, c'est drôle, elle n'a pas, c'est un animal, mais c'est ce que je ressentais dans moi. Je me disais, j'ai arraché sa vie, c'est puis ça. C'est que là, j'ai dit, non, c'est fini. Fait que maintenant, quand je suis assis, je le laisse aller. Même au chevreuil, si je vois arriver une femelle chevreuil avec son veau, même si j'ai un permis de femelle, je les laisse aller, je ne tire plus. Là, on parle. Toi, évidemment, ton travail, c'est Journal de Québec, Journal de Montréal, la faune du Québec, mais tu es sorti un peu de ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a impressionné dans d'autres sortes de chasse ou pêche, par exemple? Ben, c'est ça qu'en Scandinavie, quand j'ai été en Finlande, en Norvège, puis en Suède, tout ça, ce que j'ai vu là, les méthodes de chasse, les méthodes de pêche. C'est différent d'ici? Ben oui, les méthodes de gestion sont complètement différentes. Et la population d'orignaux là-bas est tellement grosse que le prélèvement annuel, c'est l'équivalent de la population d'orignaux qu'on a au Québec. Ce qui a le droit de tuer, eux autres, là-bas, là. Oui. Écoute, tu t'en vas sur la route, là, puis tu vois sortir partout. Puis écoute, la Finlande, c'est comme si tu avais rasé 5 fois le pays au complet avec une tondeuse. Tu l'avais tondu, là, tu sais. La forêt a été recoupée, régénérée, aménagée. Ça fait longtemps, eux autres, qui aménagent tout ça, tu sais, qui créent, là, les conditions là-bas sont exceptionnelles. Pour la faune, c'est des conditions parfaites, c'est ça que tu dis? Ah oui, l'orignal là-bas, il y a le en Suède, pareil, tu sais, c'est des religions pour eux autres, puis le caribou, naturellement, bien là-bas, il y a des immenses troupeaux, tu sais, puis j'ai eu la chance d'aller, moi, en motoneige, sur la frontière entre Norgay et Suomi, la Norvège et la Finlande. Et dans des troupeaux de caribou, j'ai vu puis là-bas, ben, c'est tous des troupeaux privés. Alors, le chef a une ceinture avec des couteaux. Chaque couteau a sa ceinture, c'est 75 000 bêtes qui y appartiennent. Il y en a qui avaient 400 couteaux à leur ceinture. Fait que c'est des troupeaux immenses. Puis là-bas, le McDo, ben, c'est un burger de caribou. C'est ça que les gens pensent pas, tu sais. Mais c'est la gestion, la façon, dans le respect dont c'est fait. Moi, j'ai beaucoup adoré aller dans ce coin-là. Oui. Puis en France, ben, j'ai été dans des tournois de pêche et tout ça. Mais tu sais, je ne veux pas faire rire les gens qui nous écoutent, mais tu sais, eux autres, ils pêchent dans une rivière, puis ils peuvent prendre une claque puis une bottine, un poisson de temps en temps. Puis moi, je riais parce qu'ils étaient habillés comme des conducteurs de Formule 1, tout patchés avec le show des commanditaires, tu sais, assis sur un petit banc, puis ils pêchent au cou.
une grande canne là, qui déplie. Là. Ah, mon Dieu. Là, il tire des boulettes d'appât dans l'eau. Puis là, il brasse la canne et il pogne un poisson. Là, tout le monde, hey, il a pris un poisson. Puis bing, bing. Puis là, moi, je regarde ça, mais je les ai écoutés, là. Hey, des poissons à peu près de 8-10 pouces de long. C'est sûr qu'on fasse avec ça. Nous autres, on n'en prend pas. Mais tu sais, je veux dire, c'était un monde. Fait que j'ai tout eu la chance de voir ces choses-là évoluer. Puis je me dis, tu sais, j'ai passé une entrevue télévisée là-bas. Le gars, il voulait m'arracher la tête. L'animateur, ils ont, on a monsieur que je veux le Québec, le Canada, Québec, mon papa. Ils ont, on a avec nous le champion mondial de pêche à la mouche. Un Français. Fait que moi, j'ai dit, tout bonnement, tu sais, je demande au monsieur, vous savez pêcher où? Ben, j'ai pêché dans telle région de la France, dans telle région de la France, dans telle. Ben, dans quel pays? Ben, en France. Ben, j'ai dit, vous êtes champion mondial en ayant pêché juste en France. J'ai dit, la pêche à la mouche, ça en fait au Québec, ça en fait aux États-Unis, ça en fait en Écosse, ça en fait partout. Et le gars, il voulait m'arracher la tête. C'est pas bien net, tu sais, parce qu'on était à direct à TV. Il n'a pas aimé ça, tu sais. Mais je me suis dit, regarde, ris pas de nous autres, là. Je n'étais pas capable de mentir, tu sais. Je me disais, mais qu'est-ce qui compte au monde, là? Ça t'est-tu arrivé dans ta carrière de pêcher soit avec des gens très connus ou croiser du monde par hasard d'un chalet, un ministre ou je ne sais pas trop quoi, là, une vedette, des affaires de même? Oui, j'imagine. Oui. Ça m'est arrivé de croiser Jean-Pierre Ferland à l'île d'Anticosti, de croiser ici au lac des Neiges, au camp, c'est-à-dire au lac à l'épaule, là, de croiser des politiciens là, très connus. J'ai même dormi dans la chambre de Churchill, qui a dormi dans ce chalet-là, quand ils sont venus négocier le débarquement à Québec. Tu sais. Fait que, puis après ça, quand on va à Sept-Îles, tout ça, j'ai chassé avec le frère du Shah d'Iran. J'ai chassé avec des propriétaires de puits de pétrole texans avec 50, 60, 80 puits de pétrole. Tu sais. Je veux dire, après ça, c'est là que j'ai connu, dans la pêche et la chasse, que j'ai connu Laurent Baudouin, qui avait Bombardier avant, la famille Baudouin, c'est là que j'ai connu. Oui. Fait que là, je l'ai connu là. J'ai connu des gens comme ça, c'est des gens importants, puis beaucoup de politiciens, j'ai pêché, même j'ai chassé avec des ministres et tout ça. Tu sais, je veux dire, écoute, là, j'en ai croisé, j'ai pêché avec l'ancien M. Couillard, l'ancien premier ministre. Tu sais, écoute, j'ai eu la chance de croiser beaucoup de monde, mais j'ai toujours gardé ma place, tu sais, j'ai jamais... ce que je te disais tantôt, je vois trop de monde, malheureusement, dans notre métier qui arrive en fanfaron en disant « je le sais ». Moi, je sais. Regarde de moi, je sais. Tassez-vous. Tu sais, tassez-vous, je suis là. Moi, c'est pas mon style. Moi, c'est d'écouter les gens, d'écouter ce qu'on me raconte. J'essaie d'être au niveau avec le peuple. Tu sais, moi, j'ai eu la chance. Oui, j'ai une chance de faire le métier que je fais, mais je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. C'est parce que j'ai eu la porte ouverte, puis je l'ai pris, la porte, c'est tout. Là. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Puis ça s'est présenté, l'opportunité. Puis ma formation à l'université, tout ça. J'avais ce qu'il fallait, cours classique et compagnie. Tu sais, j'avais quand même des connaissances, puis tout ça. C'est ça, mais... T'as-tu l'impression qu'il y a des gens autour de toi qui t'ont un peu jalousé dans le sens positif, dans du maudit bel job, en voulant dire, tu l'as, la job, toi. Faut que tu aimes ça, remarque bien, là. Les gens m'ont souvent dit ça. Sauf que, je vais une anecdote, encore une fois, t'aimes ça, les anecdotes, je vais t'en raconter une autre. Il y a un gars au journal qui me dit, moi, j'aimerais ça prendre ta place quand tu vas partir, puis tout ça. Fait que j'étais à ce temps-là, j'étais à temps plein au bureau, j'ai dit au boss, j'ai dit, regarde, on va aller dîner avec, voir un peu ce que... La relève. C'est ça, j'ai dit, si jamais... Fait qu'on s'assoit à table. Le gars, il dit, moi, j'ai mon camion, mon pick-up, j'ai ma chaloupe, puis je vais pêcher ici. Là, je l'écoute parler. Bon. OK, là, moi, je vais te dire maintenant ce que c'est la job. Là, j'ai dit, es-tu prêt à être tant de mois parti de la maison? Es-tu prêt à faire 10 000 km par année de route de gravelle? Es-tu prêt à être pris dans des tempêtes, pas capable de sortir, l'avion ne vient pas te chercher 2 jours, 3 jours? Es-tu prêt à manquer ton anniversaire de mariage, la fête de tes enfants? Et j'ai dit, es-tu prêt à être dans des conditions, toujours le sleeping bag, le pack-sac, tout ça? Le gars, il dit, si c'est ça. J'ai dit, c'est ça, la pêche. J'ai dit, vous voyez la page, mais ce qu'il y a derrière de travail, là, vous ne le voyez pas. Là, il dit, ouais, ben là, je pense que je vais laisser faire. Que j'ai dit au boss, tu vois, je t'ai sauvé des problèmes, parce que lui, il n'est pas capable. Il faut avoir la mentalité de ça. Il faut accepter d'être absent. Il faut accepter l'éloignement. Il faut accepter l'isolement. Parce que tu me posais des questions. Moi, j'ai vu sur la rivière-Georges. Il a tombé 3 pieds et demi de neige en 24 heures. Il n'y a rien qui volait dans le ciel. Pas un avion, pas un hélicoptère. On est 4 gars dans une petite tente prospecteur de 12 par 12. Je ne sais pas si tu sais, mais c'est long. Hein? Puis là, il y en a un qui veut se suicider. Puis l'autre pense qu'il va mourir, il est en train d'écrire son testament. Si tu fais là, ben, je vais mourir. Voyons, arrête ça, là. Mais tu sais, je me dis, c'est un isolement qui est assez important, là. Puis
Puis, tu sais, un petit gars perdu comme ça, il te reste un tiers de pain de lait et 8 biscuits au chocolat. Fait que, qu'est-ce qui en mange, qui en mange pas? Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, ça, j'ai vécu ça, ces situations-là, oui. Puis, est-ce que tu as eu la chance de vivre des rencontres exceptionnelles avec des gens des Premières Nations? Parce qu'il y en a qui sont je sais que tu en as croisé plus que la majorité des gens, là. Mais il y en a qui sont vraiment très, très impliqués, très imprégnés de la nature. Là, c'est impressionnant. Ah oui. J'en ai connu quelques-uns. Disons que mes expériences avec les gens des Premières Nations ont parfois été difficiles parce que je dénonçais trop ce que je croyais être des abus. Parce que je trouvais qu'il y a trop de gens qui se servaient de leur statut pour faire des choses, comme on vient de voir dernièrement, aller chasser l'orignal le jour, la nuit dans le réserve phonique. Mais de façon générale, oui, j'ai croisé le sénateur Aurélien Gill, c'est un monsieur de Bastillache, qui était un sénateur à Ottawa, tout ça, c'était un homme très bien, très structuré, qui savait ce qu'il faisait. Max Gros-Louis, la dernière entrevue que Max Gros-Louis a donnée dans sa vie, c'était moi qui l'ai donnée. Il est mort 5 jours plus tard. Fait que, tu sais, j'ai connu des gens comme ça, puis j'ai été à la pêche avec eux autres. J'ai même été à la chasse avec eux autres, dans des camps, puis il y avait des Inuits dans le Nord, John Kane, Tom Kane, son fils, puis tout ça. C'est tous des gens des Premières Nations, des Inuits avec qui j'ai... Chesley Anderson, puis ces gars-là, tu sais, c'est tous des gars que j'ai connus, j'ai voyagé avec, puis c'est tous des gens, comme Chesley est devenu représentant au niveau du gouvernement du Canada pour tous les Inuits du Nouveau-Québec, puis tout ça, là. Tu sais, ça fait que c'est des gars importants, là. Quand tu arrives, ce gars-là s'assoit avec toi, là, t'es chanceux, là. Tu sais, il peut te jaser de bien des choses, t'apprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu dirais que la nature, parce que c'était 50 ans dans la nature de façon in and out, là, mais quand même assez souvent, une grande leçon, une des bonnes leçons que tu as apprises que tu as appris de la nature? Un, d'abord, c'est la paix, le ressourcement et beaucoup d'enseignements. La vie dans la nature est très présente. Si tu prends le temps de l'observer, tu comprends comment le monde fonctionne finalement. Tu sais, la chaîne humaine, comme on dit, bien, la chaîne des animaux, c'est pareil. Que ce soit les oiseaux, les gros gibiers, les poissons, n'importe quoi, c'est tout le même principe. Tu sais. Je veux dire, si tu as trop de poissons dans un lac, bien, il y a une famine qui s'installe, les poissons sont tout petits parce qu'ils n'ont pas assez de nourriture. C'est la capacité de support du milieu qui est dépassée. Même chose sur les gros gibiers. Quand il est arrivé à Longueuil, les chevreuils étaient en train de détruire leur habitat. Ils étaient tout petits, puis ils devenaient maigrichons un peu, tout ça. Tu sais. Pareil pour les orignaux en réserve de Matane, tu sais. Je veux dire, mais tu vois évoluer. Si tu regardes les cinq, je te donne un exemple. Moi, j'ai vécu en pêche pendant 35 ans dans le coin de Manic 5, avec des amis, tout ça, puis on est assis, sur la galerie, il fait beau, c'est une belle journée, tout ça. Ouais, là, je dis au gars, le mauvais temps s'en vient. Mais non, regarde, le ciel est dégagé, tout ça. Mais c'est parce que la forêt tombait silencieuse. Tu ne voyais plus d'écureuils, tu ne voyais plus d'oiseaux, tu ne voyais plus rien. Ça, c'est des signes de la nature. Puis le soir, quand on se couchait, il nous pleuvait à plein ciel. Puis on avait 24 heures de mauvais temps, tu sais. C'est pas parce que j'étais devin, c'est juste par habitude de voir les animaux évoluer. Oui, simplement. Tu surveilles ton environnement, absolument. Toujours. Puis ça, là, c'est... Moi, je souhaite, ça n'arrivera pas de mon vivant, mais je voudrais que tous les Québécois passent une semaine en nature, une fois par année. Ça lui permettra de découvrir la nature, de se déconnecter, comme on disait tantôt, puis de retrouver les vraies valeurs humaines, rendre servir à quelqu'un, s'occuper de quelqu'un, aider, tu sais, puis profiter. S'arrêter un peu dans une vie un peu folle, où tout le monde veut tout avoir. C'est ça. Tout le monde veut tout, tu sais, puis dans le bois, c'est simple, hein. Oui. Comme disait mon grand-père, mon père, ça dit, nous autres, quand on était jeunes, on pêchait avec une branche, avec un bout de corde, puis un épingle à couche au bout, avec un petit morceau de ballonné, puis on allait pêcher dans une petite rivière, pogner quelques truites. Mais tu sais, je veux dire, c'est comme ça que c'était dans le temps, tu sais. Puis... Hey, te restes-tu, dis-moi, parce que t'es pas à bout d'âge, même si c'est un bon bout de fête, des choses à explorer, à faire? As-tu encore des rêves liés à ton métier? Oh, mon Dieu. J'ai été gâté par la vie énormément. Oui. Puis j'ai lui fait confiance, tu sais, des rêves. Ta to-do list est assez pleine, toi, là, quand même. Tu nous as coché pas mal. Honnêtement, là, puis avec la dernière chose que j'ai eue pour mes 50 ans de carrière, ça, c'est vraiment c'est quoi, donc? Le couronnement, là. Ben, j'ai eu la médaille de l'Assemblée nationale. Ah, ben oui, c'est vrai. Ben, excuse-moi. Là, je pensais à une pêche ou une chasse. Là. Non, okay. Puis, écoute, j'ai vécu des choses à la chasse dernièrement encore. Là, tu sais, l'année passée, à Juticosti, j'ai vu des choses. La femelle qui nourrit son bébé sur le bord d'un chemin, tu es assis, tu vois faire. La relation entre la femelle et le veau, c'est toutes des choses comme ça que maintenant,
Maintenant, je regarde, que plus jeune, je regarde à moins. Oui. Là, tu prends le temps d'observer. Puis là, je suis rendu là. Ce que je veux, c'est finir ma carrière vraiment en rencontrant des gens, en ayant des témoignages d'êtres vivants, puis des enseignements des gens, il faut écouter, puis après ça, des enseignements de la nature. Parce que tu vois des choses dans la nature là, que tu ne penses pas qui existent, mais si les gens voyaient tout ce qui se passe, c'est très, très vivant, la forêt. Tu as eu la plus belle job au monde, toi, dans le fond? Oui, honnêtement, oui. Ben je remercie le ciel, je remercie le bon Dieu de ça. Je n'ai pas peur de le dire, je suis très croyant. Puis écoute, j'ai eu des parents formidables, puis j'ai surtout eu une femme qui a été ma conjointe Claire, qui est la même depuis au-delà de 50 ans. J'ai quand même eu la chance de l'avoir aussi. Elle t'a donné de la corde un peu pour aller t'amuser, là. Pas beaucoup passionnément. Par contre, à l'inverse, pour me soulager la conscience, comme je le dis souvent, l'été, j'amenais mes enfants dans des voyages de pêche. On était allé en Anticosti en famille 7-8 fois l'été. Fait que, tu sais, j'avais la chance d'avoir des choses comme ça. Parce que, comme je disais, tu sais, Claude Cadorette, que j'adorais au journal, qui est décédé malheureusement, qui faisait un ordi, que je disais à Claude, si tu ne peux pas emmener ta famille, c'est la galerie de la presse au Colisée. Mais je dis, moi, je peux amener ma famille dans le bois, par exemple. C'est vrai. Il riait, puis il avait du fun. Mais Claude, c'est un homme que j'ai beaucoup aimé parce qu'il m'a toujours été derrière moi au journal, tout le temps. C'est un gars qui m'a beaucoup aidé. Alors, tu sais, je me dis, c'est ça, ce qu'il faut penser, c'est qu'on est chanceux. Moi, je me dis, je remercie le ciel. Je te donne un exemple. Ça faisait au moins, mon Dieu, j'ai dû aller sur la Rivière-Georges entre 50 et 60 fois dans ma vie. La dernière fois que je suis allé, là, j'ai réalisé que c'était fini pour moi, là, c'était rendu, là, que j'ai été un peu... j'avais eu ma chance, là. Puis quand on a levé, j'ai dit merci à la rivière, j'ai dit merci au bon Dieu de m'avoir permis ça. Puis maintenant, je vis dans mes souvenirs. C'est des souvenirs fantastiques, hein. Mais c'est ça ma chance que j'ai eue. Puis c'est ce que j'essaie de transmettre aux autres, dire aux gens, faites attention. Puis là, je vais à la pêche avec des jeunes, des petits garçons, là, bientôt pour un reportage. Des jeunes de 8-10 ans, je vais leur enseigner toutes sortes de choses. Il va être émerveillé assez vite, d'après moi. Ils veulent en entendre des histoires. Eux leur a dit que je m'étais... Puis là, imagine-toi, la blessure à la jambe, là, il nous a fait croire que je m'étais fait attaquer par un ours, mais que je l'avais vaincu. Là, il faut que j'explique ça au petit gars. Hey, merci beaucoup. Tu as une belle carrière. Merci beaucoup, Julien. C'est gentil. Hein? C'est moi qui te remercie. Puis j'espère que les gens auront appris certaines choses. Oui, salut. Bye.